17h03, nous avons le plaisir d'accueillir Edith Pouliot. Elle est présidente du syndicat des professeurs et professeure du collège de Sainte-Foy. Bon après-midi, Madame Pouliot. Merci, bonjour. Ça va bien, Madame Pouliot? Ça va très bien vous-même. Oui, moi ça va toujours bien, même quand ça va mal, Madame Pouliot, hein? Ça va toujours bien. La vie est toujours belle, Madame Pouliot, on s'entend? Absolument. Bon, alors ChatGPT, ça apporte une nouvelle technologie et moi, dans mon temps, on disait, lorsqu'on avait la possibilité d'avoir plus d'ouvrages, plus de possibilités de lire, n'est-ce pas, ça nous apportait une fraîcheur, ça nous ouvrait les horizons, etc. Mais maintenant, ChatGPT se propose de faire le travail à la place de nos élèves et ça n'apporte, c'est rien de bon en fait. En effet, c'est rien de bon. Ça remet en question un petit peu aussi toute la validité des diplômes qu'on offre, ultimement. Donc, effectivement, il y a une démocratisation, une utilisation assez ouverte de ChatGPT et de toutes les intelligences artificielles depuis quelques années. Puis c'est une utilisation qui est aussi de plus en plus valorisée, même dans le milieu du travail. Dans certains emplois, on se dit on va gagner du temps en l'utilisant. Donc, ça amène aussi, je pense, chez nos étudiants, une espèce une autorisation de l'utiliser, ou en tout cas, on note chez les étudiants du cégep, et c'est vrai au cégep de Sainte-Foy, mais c'est vrai à l'ensemble du réseau collégial, j'en suis certaine, une utilisation plus décomplexée depuis quelque temps. Avant, les étudiants se cachaient un peu de tricher, et c'était difficile pour les professeurs de le prouver. Ça demandait un investissement de temps et d'énergie pour les professeurs qui soupçonnaient des cas de tricherie ou de plagiat. Mais là, c'est encore plus vrai. C'est encore plus difficile pour les professeurs de démontrer les cas de plagiat avec l'intelligence artificielle. Alors là, j'ai un petit peu de difficulté. Comment on ne peut pas prouver que l'élève a plagié littéralement lorsqu'on a quand même un parcours de cet élève-là, et le mois dernier, le travail qu'il faisait à peu près sur le même sujet, je veux peut-être extrapoler, c'était une note très en dessous, et aujourd'hui, il a une note parfaite ou presque parfaite. Est-ce que ça ne soulève pas un doute raisonnable? Oui, malheureusement, les étudiants sont assez ratoureux par moment, je dirais. ChatGPT est effectivement très bon pour faire des travaux de niveau collégial dans beaucoup de matières, beaucoup de disciplines, mais il y a plusieurs étudiants qui ont demandé à ChatGPT de faire des travaux de niveau collégial ou de mettre quelques fautes dans le travail. Donc là, ça devient difficile de l'identifier. Il y a aussi le fait que les étudiants ChatGPT, c'est-à-dire ne reproduit jamais exactement le même texte ou le même travail avec la même commande. Donc, il existe des logiciels de détection de plagiat qu'on utilise, mais ça nous donne jamais un résultat qui est fiable à 100%. On ne peut, avec ces logiciels-là, être certain qu'à 95 ou 87% que ça a été fait par l'intelligence artificielle. Donc, c'est là où ça nous cause vraiment des problèmes. C'était plus facile à l'époque où on copiait-collait des passages dans Internet, puis on pouvait vraiment démontrer un peu hors de tout doute, si je peux dire, que c'était du plagiat, mais c'est plus le cas avec l'intelligence artificielle. Or, moi-même, je n'ai pas de difficulté à croire que vous, enseignante, professeur, vous n'avez pas de difficulté à ce que les étudiants consultent des documents,
même commandent un document, mais qu'ils fassent le travail par eux-mêmes en s'inspirant. Comment je pourrais dire, il n'est pas interdit de regarder la professeure qui est devant moi, c'est une belle personne, etc. Tout comme pour un travail, n'est-ce pas? On regarde le travail, on peut s'inspirer, on peut discuter, on peut partager, ne pas aimer, etc. Et ça ne vous causerait pas de problème en autant que l'étudiant fasse le travail de lui-même. Exactement, exactement. Il y a des professeurs, ça dépend de chaque professeur parce que je pense que ça dépend aussi du domaine duquel on vient puis de la discipline qu'on enseigne, là. Mais il y en a de plus en plus qui veulent l'intégrer dans leur cours justement pour apprendre aux étudiants comment l'utiliser, dans quelle balise, et si je l'utilise juste pour m'en inspirer, je l'identifie dans la source, je le mets en référence que je l'ai utilisé pour m'inspirer. Absolument. Tout comme dans mes travaux en sociologie que je faisais faire, je disais aux étudiants, si vous en parlez avec vos parents, vos frères, vos sœurs, c'est parfait, ça fait partie de la réflexion, on alimente, il n'y a pas d'enjeu là. Le problème, vous le nommez, c'est quand l'intelligence artificielle le fait à leur place. Donc c'est là que ça devient difficile pour certains professeurs qui ont eu le réflexe de ramener les évaluations complètement en classe pour éviter l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais ça aussi, ça cause un problème parce que plus je ramène mes évaluations dans la classe, papier, crayon, pour être certain de ne pas avoir de situation à gérer, de plagiat, c'est moins de temps d'enseignement. Je le prends sur les heures de cours que je donnais avant. Mm-hmm. Donc, ça a aussi un effet sur la qualité de l'enseignement, à mon avis, là, de faire ça, de ramener toutes les évaluations en classe. Puis sinon, si je décide de continuer comme avant, puis de le gérer, il faut voir comment on évalue, comment on se positionne par rapport aux déclarations de plagiat. Est-ce que je vais les faire systématiquement à chaque fois que j'ai un doute? Mais ça demande énormément de temps. Je sais pour côtoyer, évidemment, mes collègues profs de cégep, qu'il y en a plusieurs qui, si le doute est pas assez clair, là, qui décident de ne pas le faire. Donc, c'est assez grave, en fait, pour la société dans laquelle on vit, là, qu'on lance un peu la serviette parce que ça nous demande trop de temps, trop d'énergie, parce qu'on n'a pas envie de confronter l'étudiant non plus, de l'amener dans notre bureau puis de lui dire « Je pense que tu as plagié ». La meilleure façon, c'est dommage, là, de prouver que l'étudiant a utilisé l'intelligence artificielle, c'est de le confronter un petit peu puis qu'il avoue par lui-même. Mais ça place les professeurs dans une position inconfortable puis on a... Mais ça place l'enseignement dans une position extrêmement difficile parce qu'on en viendrait à tout simplement décider avant même de le prouver. C'est comme vous êtes coupable avant d'être jugé, d'être trouvé coupable, et tout le monde serait dans les circonstances coupables et qui va s'interdire de regarder et même si l'autre peut avoir une note parfaite et pourquoi pas moi? Vous avez raison, puis les professeurs le nomment même souvent comme ça, c'est la gestion du plagiat puis des cas de tricherie, c'est une position que les professeurs aiment pas du tout parce que c'est un travail de police qu'ils n'ont pas été formés pour faire. Mm-hmm. Et c'est malheureusement le professeur qui soupçonne un plagiat, le fardeau de la preuve, pour reprendre des termes judiciaires, il est sur les épaules du professeur qui doit démontrer, je pense que cet étudiant-là a plagié. Ouais. Donc, c'est pas ça qu'on a envie de faire. On a envie de soutenir les étudiants, de les amener à la réussite, mais en même temps, on veut pas donner des diplômes qui mériteraient pas. Il faut évaluer les compétences comme il faut des étudiants. Mais c'est de regarder l'avenir aussi de la société parce que effectivement, on va de plus en plus, si on continue comme ça, avoir des médecins qui n'ont pas la capacité d'être médecins, des ingénieurs, etc., etc. Et ça c'est à travers le monde là. Absolument. C'est pour ça que je le nomme comme un problème de société très large. C'est une grande réflexion, je pense, qu'il faut avoir. Mais malheureusement, on remettra pas l'intelligence artificielle dans une petite boîte, là. Elle va demeurer là. Mais c'est difficile de s'adapter, comme professeur, là, dans le contexte, à l'école secondaire. On sait pas à quel point c'est pris en charge. Donc, il arrive au cégep.
puis on doit les préparer à l'université aussi, donc il y a comme vraiment une transition qui est difficile à faire. C'est relativement nouveau aussi pour nous, donc c'est vraiment un fléau, un casse-tête là, pour les enseignants de cégep. Là. Et pire encore, c'est que c'est une technologie qui s'annonce à ses débuts, on va le dire. Ça va se peaufiner encore à l'avenir. Quel est l'avenir de l'éducation dans ce cas-là? Ben, je pense que c'est une grande réflexion. En attendant, on peut essayer de mettre des diachylons sur le bobo, comme on dit, puis d'essayer de contenir un peu en revoyant les formes d'évaluation, en faisant de la sensibilisation. C'est ce que le Cégep de Sainte-Foy va faire à partir de l'année prochaine en imposant une formation obligatoire à tous les étudiants pour essayer vraiment de les sensibiliser, parce qu'il y en a qui sont même pas conscients que c'est du plagiat, de ne pas indiquer les sources dans un travail, par exemple, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a quand même aussi, malheureusement, une forme de contrôle qu'il faudrait être capable de mettre dans le milieu de l'éducation. Vous les utiliserez plus tard, les intelligences artificielles, quand vous serez sur le marché du travail, si ça vous aide, si ça vous rend plus performant. Mais au Cégep, on doit former les gens de la bonne façon pour leur futur. Alors, moi je dis, peut-être qu'il faudrait prendre le taureau par les cornes. Au contraire, parce que ça a l'air que nous sommes dans une société de tout temps lorsque on interdit. L'interdiction amène la curiosité et puis on va le faire quand même, n'est-ce pas? Il y a certaines choses, quand vous et moi nous étions enfants, si ce n'était pas interdit, on n'aurait jamais fait ces choses-là. Vous avez bien raison. Cela dit, si on impose le ChatGPT surtout dans certains travaux, là, lorsqu'on parle de travaux en philosophie, genre, n'est-ce pas, on impose, on oblige, mais on oblige également qu'on ait le texte de ChatGPT par rapport au travail pondu par l'élève. Comme ça, on voit la différence tout de suite. Oui, absolument, mais il y a ce genre d'initiative-là là, de beaucoup de professeurs qui sont intéressés par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis il y en a d'ailleurs qui se disent, moi, je vais être capable d'amener mes étudiants plus loin. Je leur fais faire quelque chose à partir de l'intelligence artificielle, puis ensuite on va plus loin en classe. Évidemment, ça dépend, cette utilisation-là, ça dépend de chaque discipline. Ouais. Donc il y a des données. Quand c'est les mathématiques, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire à moins d'aller au tableau tout de suite et faire l'examen au tableau, hein? C'est ça. Oh là là, je ne sais pas. Est-ce que à un moment donné, ça ne risque pas de tuer la vocation en vous d'enseigner et de savoir qu'on risque d'avoir des cancres comme future génération? J'espère que non. J'espère que ça ne tuera pas la motivation de mes collègues non plus, mais c'est certain que c'est un alourdissement. Ça fait partie des éléments, l'utilisation de la technologie en général aussi, de la tâche enseignante. C'est certain que c'est pas toujours évident, mais il faut pas devenir cynique non plus. Là, je pense que il faut avoir confiance en l'humanité. Je suis un éternel optimiste, mais c'est certain que c'est des gros défis pour la tâche enseignante. Est-ce que ça devrait concerner uniquement l'enseignant? Est-ce que c'est pas un problème qui va au-delà de l'enseignante pour parler du système, pour parler du ministère? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un débat sur la question et de sorte que tout le monde ait des directives assez claires pour savoir où est-ce qu'on s'en va et pour peut-être les prochaines années, comme on a dit, parce que ChatGPT ne s'arrêtera pas au stade où il est là. Absolument. Il y a ce genre de réflexion-là déjà dans les institutions, dans les établissements, dans les ministères aussi, j'en suis consciente. C'est qu'on a souvent l'impression que ça évolue tellement vite. Ça nous est un peu tombé dessus durant la pandémie. On était tout le monde à distance, donc les plagiats, là, vraiment, on n'avait pas vraiment le contrôle sur ça. Puis on aurait voulu des balises claires, mais on comprenait même pas encore la technologie, donc on s'est formé.
Et là, il y a eu énormément de formations. Puis un bon jour, on se dit, c'est bien beau les formations, mais là, ça va nous prendre des outils. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on a compris comment ça marche, puis on a compris que ça évolue plus vite qu'on est capable de suivre le fil. Mais là, il faut qu'on puisse se soutenir. Donc, des balises claires. Il y a des réflexions là-dessus au ministère, puis dans les établissements, mais il arrive même un peu tard. Tu sais, le mal est un peu déjà fait. Donc, comment contenir tout ça? C'est vraiment pas simple. C'est un gros défi. Et le pire, on ne le dira pas très fort, ces élèves-là ont un point d'avance sur vous en faveur lorsqu'on parle de ChatGPT, hein? Absolument. Ils ont un coup d'avance sur vous, là. Oui, malheureusement, l'effet générationnel est là. Ouais. Mais alors, donc, il faut souhaiter que tout le monde prenne la chose à bras le corps et que, bon, comme j'aime à dire, tous les problèmes sont dans la nature. C'est un joli petit problème, mais très sérieux problème. Alors, on doit trouver une jolie petite solution à ce problème-là, pas vrai? À tout problème collectif doit avoir une solution collective. Absolument, absolument. Edith Pouliot, présidente du syndicat des professeurs et professeurs du Collège Sainte-Foy, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, Madame Pouliot. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir aussi. Bon week-end. Voilà, on va tout de suite